¡Viva la América, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.
Oui, mesdames et messieurs, chers amis de la liberté, le fait que vous soyez tous venus ici aujourd'hui en si grand nombre montre clairement que le libéralisme n'est pas seulement une idée abstraite, mais un mouvement vivant, soutenu par la puissance du plus grand nombre. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la célébration de la liberté de l'Institut libéral de cette année. Aujourd'hui est un jour très spécial. Pour la première fois, nous décernons le prix Röpke pour la société civile à un homme politique en exercice. Un prix avec lequel nous récompensons les réalisations significatives au service de la liberté. Aujourd'hui, nous décernons ce prix à une personne qui a accompli quelque chose d'historique en très peu de temps. Javier Milei, président de l'Argentine. Pour vous donner une idée de son immense exploit, mesdames et messieurs, j'ose faire la comparaison suivante. Notre lauréat, le président Milei, a obtenu dans le monde de la politique un succès qui ne peut être comparé qu'à ce que Roger Federer a obtenu dans le monde du sport. Alors que notre star du tennis suisse n'avait pas encore 30 ans et avait perdu quelques matchs, pour une fois les critiques prédisaient la fin de son ère. Qui aurait pu les blâmer? Après tout, il était normal à cette époque de mettre fin à sa carrière professionnelle au début de la trentaine. Mais Roger Federer leur a prouvé qu'ils avaient tous tort. 7 ans plus tard, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps est de retour au sommet du classement mondial. Le succès succède le succès. Il a finalement démissionné à l'âge de 41 ans. Roger Federer a repoussé les limites de ce qui était imaginable et a établi de nouvelles normes. Il a rendu possible ce qui était auparavant concerné comme impossible dans le monde du sport. Même notre objectif commun de liberté, mesdames et messieurs, sont parfois impossibles. Les obstacles sont trop hauts et les pierres sur notre chemin sont trop lourdes. Mais avec Javier Milei, le libéralisme a trouvé son Roger Federer, l'homme qui parvient à repousser les limites de ce qui est possible. Javier Milei a réussi ce qui était auparavant considéré comme complètement impossible. Un libéral cohérent, un libertarien, est élu président de son pays. Une performance unique, mesdames et messieurs, qui mérite un tonnerre d'applaudissements. Javier Milei l'a démontré. L'esprit libéral est vivant. Et tout cela au milieu de la politique contemporaine. Il a prouvé que les libéraux n'ont pas seulement de porter et de propager le virus de la foi dans l'état de l'interventionnisme et du dirigisme pour calculer leur chance électorale et contribuer à façonner la politique. La complaisance envers les socialistes de tous les partis, comme l'appelait le lauréat du prix Nobel Friedrich A. von Hayek, a conduit au déclin des soi-disant partis libéraux en Occident. Le retour fondamental au principe de l'économie du marché, la valeur essentielle de la propriété privée et l'éthique moralement supérieure du libéralisme. Ces 3 principes fondamentaux font des citoyens, et particulièrement des jeunes, des porte-étendards engagés pour la cause de la liberté. Environ 70% des moins de 24 ans ont voté pour Milei. Il faisait confiance à ses électeurs pour dire toute la vérité. Il n'a offert aucun cadeau électoral. Il n'a pas accordé de mesures de redistribution. Sa seule promesse était d'aider l'Argentine à réaliser le changement nécessaire. Mais ce n'était pas facile. Les montagnes de dettes causées par le socialisme et les conséquences dramatiques de l'impression monétaire inflationniste par le gouvernement ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Avec son honnêteté brutale et sa profonde connaissance de l'économie, le président Milei a également donné à son pays un nouvel espoir. Une courte et difficile période de changement sera suivie d'une longue période de prospérité. Le grand nombre de fonctionnaires qui avaient auparavant aux frais des contribuables seront désormais actifs de manière productive dans le secteur privé et répondront aux besoins réels des citoyens.
Au lieu de souffrir d'un flot de lois de l'exploitation par les autorités fiscales et de l'expropriation par l'inflation, les citoyens et les entreprises argentins pourront se développer librement, fournir de réels bénéfices et créer de la richesse. La voie libérale apportera, comme dans tous les autres pays où des réformes libérales ont été mises en œuvre, une époque de prospérité et de liberté dans laquelle chaque individu aura la possibilité de devenir l'architecte de son propre bonheur. Récemment, mesdames et messieurs, j'ai rencontré dans un centre commercial quelqu'un qui portait un t-shirt sur lequel était écrit « Tout est difficile avant de devenir facile ». Tout est difficile avant de devenir facile. Un dicton sage, me suis-je dit. Et j'ai inévitablement pensé à l'engagement des militants pour la liberté en Suisse et dans le monde. À quel point les personnes libérales ont été constamment ridiculisées au cours des dernières décennies, considérées comme des rêveurs et des utopistes dont les idées ne sont pas capables de gagner une majorité et n'ont aucune chance de vraie politique. Certains politiciens et partis dits libéraux se sont détournés du véritable libéralisme simplement à cause de ce récit et sont ainsi devenus eux-mêmes des semi-socialistes. L'inévitable démocratisation sociale de l'Occident est donc aussi une conséquence de cette trahison de ses propres principes. Javier Milei a maintenant démontré qu'il était tout à fait possible de gagner l'esprit et le cœur des électeurs avec un programme honnête et profondément libéral et d'en mettre en œuvre une grande partie dans un délai très court. Le président Milei a jusqu'à présent réussi à atteindre un taux de déréglementation de 1,84 dérèglements par jour. Ceci entendu, par jour. Cela signifie que chaque jour, près de 2 lois qui rendaient auparavant la vie difficile aux citoyens sont abolies ou libéralisés. Voilà, mesdames et messieurs, les nouveaux critères auxquels les hommes politiques libéraux de leur pays devront être jugés à l'avenir. Oui, mesdames et messieurs, les temps ont changé. Javier Milei a acquis ses convictions fondamentales auprès d'un certain nombre de penseurs éminents de l'école autrichienne, une école de pensée économique qui est étudiée et diffusée en Suisse principalement par l'Institut libéral. Il s'agit de la conviction que chaque personne dispose des droits individuels non négociables qui la protège des attaques contre son corps, sa vie et ses biens. Le président Milei compte parmi ses plus grandes inspirations de sa tradition de pensée le regretté Murray Rothbard, Ludwig von Mises et Friedrich August von Hayek. Il a également nommé quelques représentants vivants de cette école de pensée. L'un d'entre eux est même parmi nous aujourd'hui, à savoir notre conseil consultatif académique de l'Institut libéral, le professeur Dr Philippe Bagus. C'est grâce à sa connaissance personnelle du président argentin et à son grand engagement que Javier Milei est venu aujourd'hui nous rejoindre à l'Institut libéral. Je suis extrêmement heureux que le professeur Bagus soit parmi nous aujourd'hui et qu'il nous adresse un message de bienvenue. Veuillez accueillir avec une chaleureuse ronde d'applaudissements professeur Dr Philippe Bagus. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Lorsque j'ai préparé mon livre et j'ai regardé des vidéos de Javier Milei en préparation de mon livre, l'ère Milei, une chose m'a particulièrement frappée. C'était le côté pragmatique avec lequel Javier Milei utilisait le terme de bataille culturelle, lutte culturelle, comme si tout le monde le savait en Argentine. Qu'est-ce que c'est que la guerre culturelle? C'est la lutte pour les meilleures idées, les meilleures valeurs. Il s'agit de diffuser les idées de liberté et de supprimer les idées d'étatisme. Dans la guerre culturelle, l'équipe
liberté lutte contre l'équipe État. Pourquoi est-ce que la guerre culturelle est tellement importante? Eh bien, la culture détermine le cadre dans lequel nous interprétons le monde et nous agissons sur la base de cette interprétation. Si je peux influencer le cadre interprétatif, je peux influencer indirectement l'action de ces personnes. Et ce cadre interprétatif est façonné par des images que nous avons en tête, des modèles, de l'art, de l'histoire, des récits, des symboles, des traditions, des valeurs, des idées et des mots. Par exemple, je vois le monde très différemment si j'utilise le terme justice sociale pour un même problème ou que si j'utilise le terme vol. La gauche, les socialistes, les étatistes ont eu tellement de succès au sein d'une guerre culturelle qu'ils ont réussi à faire en sorte que lorsque l'État, sous la menace de la violence, vole de l'argent de certains pour donner cet argent volé à d'autres, ce processus est donc considéré comme socialement juste. Et les instincts bas, tels que l'envie, le ressentiment et la rancœur, sont soudainement réinterprétés comme des vertus, sous prétexte de justice sociale. La guerre culturelle ne vise pas seulement à montrer que l'étatisme ou le socialisme sont une catastrophe économique, il s'agit aussi de récits des valeurs et des institutions sur lesquelles se fonde cela, parce que tout système a aussi besoin d'une justification morale. En fait, après la chute du mur de Berlin, lorsque la défaite économique du socialisme est devenue évidente pour tout le monde, la gauche s'est concentrée sur les questions culturelles, d'où le mot marxisme culturel. Il ne s'agit plus de l'exploitation des travailleurs par les employeurs. Cela a été refuté empiriquement. Les ouvriers ne sont pas devenus de plus en plus pauvres dans la guerre culturelle, comme Marx l'avait prédit. Mais ont atteint une prospérité inimaginable. Le nouvel argument de la gauche était désormais le capitalisme peut être une réussite économique, mais il est injuste. Et il y a des conflits et de l'oppression. Dans le capitalisme, les riches opprimaient les pauvres. Dans une société patriarcale, les hommes dominent les femmes et les hétérosexuels, les LGBTI. Dans le racisme culturel, les Blancs discriminent les Noirs. Et dans la crise climatique et environnementale, l'homme exploite la nature. Dans tous ces conflits créés artificiellement, quelqu'un doit aider les faibles et les opprimés, les minorités. Et ça, c'est l'État. Et qu'a besoin l'État ? Pour cela, il a besoin de plus de puissance. Bingo pour les statistes. En outre, les wokistes et les marxistes culturels tentent de détruire les institutions dans lesquelles les valeurs de la société civile sont diffusées et enseignées, en particulier la famille et le christianisme, car il existe des valeurs telles que le travail acharné, l'épargne, le sacrifice, la responsabilité, l'amitié, la charité, l'amour, de la véritable justice, de la vie, de la liberté et de la propriété. La personne qui a reconnu l'importance de la guerre culturelle et qui dirige comme personne d'autre cette guerre culturelle, c'est Javier Milei. Il souligne à plusieurs reprises que l'étatisme n'est pas seulement un désastre économique, mais aussi social, parce qu'il détruit les familles, il détruit la cohésion, moralement parce qu'il légitime et propage la violence, culturellement parce qu'il est égalitaire et esthétique, parce qu'il produit des logements préfabriqués. Et comme si cela ne suffisait pas, il est responsable de plus de 150 millions de décès. Le socialisme, bien dit. En fait, la gauche a dirigé la guerre culturelle avec tant de force malgré ses résultats. Il y a encore des gens qui s'identifient publiquement comme de gauche ou socialistes. Après la victoire de Javier Milei en Argentine, il aurait pu se concentrer sur la consolidation de son pouvoir en Argentine. Mais non, car il ne s'intéresse pas au pouvoir, il s'intéresse à la cause, il s'intéresse à la liberté dans le monde entier. Il ne manque jamais une occasion de diffuser les idées de liberté sur la scène mondiale.
à Davos, à Hambourg, à l'ONU, G20, dans la Western Civilization Declaration hier, à une discussion historique à Davos et aujourd'hui à Zurich. Jamais nous, les libertariens, n'avons eu un tel porte-parole que celui dont nous disposons actuellement sous la présidence de Javier Milei. Et Javier Milei sait utiliser sa force de parole, sa puissance, une passion, une authenticité incroyable. Il dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit. Les cœurs se tournent vers lui et les étatistes paniquent et reculent partout dans le monde. Nous devons remercier Javier Milei pour tout cela et pour avoir amené la guerre culturelle à l'Institut libéral en Suisse. J'aimerais dire un grand merci à Javier Milei. Muchas gracias. Et viva la libertad, carajo. Vive la liberté. Merci, merci. Oui, cher Monsieur Bagous, merci beaucoup d'avoir organisé cette visite très spéciale du président argentin pour nous. Amoureux de la liberté en Suisse, nous apprécions cela énormément. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous arrêter à notre table de livres en bas dans le hall après l'événement. Vous y trouverez le nouveau livre de professeur Dr Philippe Bagus, dans lequel il traite en détail Javier Milei. Un livre que je ne peux que vous recommander chaleureusement. Avant d'en venir à la cérémonie de remise et des prix, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos sponsors de l'événement d'aujourd'hui pour leur précieux soutien. Il s'agit notamment de la Fondation Boni pour la liberté, la Fondation Vita Bella Toscane et Real Unit Schweiz AG. Vous tous, ainsi que de nombreux autres donateurs, avez contribué de manière décisive à ce que nous puissions organiser l'événement d'aujourd'hui dans d'excellentes conditions. Merci beaucoup. L'organisation d'un événement d'une telle ampleur n'aurait pas été possible sans le travail acharné de nombreux collaborateurs. Mes plus vifs remerciements vont également à vous, chers collaborateurs, collaboratrices, membres du conseil, de fondations et bénévoles, l'équipe de catering de Lambar et votre engagement total aujourd'hui au cours des dernières semaines. Sans vous, cela, mesdames et messieurs, ça n'aurait pas été possible. Un grand merci. Et avec cela, chères dames et messieurs, nous arrivons maintenant à la cérémonie de remise des prix. Avec son approche courageuse, le président Milei a inspiré et motivé de nombreux militants de la liberté à travers le monde. Par son action décisive, il joue un rôle de pionnier dans la lutte contre l'État tentaculaire. Avec son attitude libérale, sans compromis, il ouvre la voie à une société libre en Argentine et partout dans le monde, où les personnes épris de liberté suivront son exemple. C'est un grand honneur pour nous de décerner au président Milei le prix Röpke pour la société civile 2025. J'aimerais maintenant inviter notre président du conseil d'administration de l'Institut libéral à monter sur scène pour prononcer le discours d'éloge. Veuillez accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Daniel Eisele. Chers invités, mesdames et messieurs, j'ai entendu parler de Javier Milei pour la première fois en septembre 2023, il y a environ 1 an et demi. À cette époque, Tucker Carlson a fait une interview d'une demi-heure avec lui à Buenos Aires. J'étais complètement ému depuis le début. Il a parlé de Mises, de Hayek et de nombreux autres grands économistes libéraux. À cette époque, Milei était candidat à la présidence argentine. La conversation avec Milei a battu tous les records. Près de 430 millions de personnes ont regardé l'interview en espagnol avec sous-titres. Cela montre non seulement le grand charisme de cet homme hors du commun, mais aussi le charisme des idées libérales. L'expérience
que Philippe Bagus a décrit dans son livre sur Milei est également impressionnante. À Madrid, la vendeuse du kiosque écoute des podcasts de Milei, une vendeuse de kiosque intéressée par des conférences sur l'économie libérale. Je le dis depuis longtemps, rien n'est plus facile que de vendre des idées libérales. Le libéralisme signifie la liberté, l'individualité, la responsabilité personnelle, l'indépendance. Que veulent les gens d'autre que de telles valeurs? Qu'est-ce qui constitue d'autre l'être humain? La liberté comme contrepoids de l'oppression, à la restriction, au commandement et à l'obéissance. L'économie de marché en tant que système économique qui récompense le service rendu aux personnes et la satisfaction des besoins des autres. Celui qui crée de nouveaux produits et services meilleurs et moins chers gagne. Nous, les libéraux, avons la vie facile dans notre argumentation. Les structures libérales ne sont pas seulement plus humaines, elles sont aussi meilleures, économiquement, mais surtout moralement. L'Argentine a créé une constitution très libérale au milieu du 19e siècle. Similaire à la Suisse, le système libéral a conduit à une grande prospérité en quelques décennies. Au début du XXe siècle, l'Argentine était plus riche que tous les pays d'Europe continentale. Mais ensuite, le déclin a commencé. Le collectivisme et l'étatisme rongent le pays depuis des décennies. Propagation de la pauvreté. Wilhelm Röpke, au nom duquel nous décernons aujourd'hui le prix, était une voix forte contre le collectivisme au XXe siècle. Par collectivisme, nous entendons toutes les formes de socialisme, une forme de gouvernement basée sur le groupe et non sur l'individu. Röpke était une voix d'avertissement contre le totalitarisme. Il a souligné à plusieurs reprises que le collectivisme étend les pouvoirs et l'autorité de l'État au maximum. Il s'est tourné résolument et avec acuité contre toutes les variétés de socialisme, les rouges et les bruns. Il a démasqué ces tendances autoritaires. Selon Röpke, l'économie planifiée est toujours totalitaire car le bourreau donne le ton. C'est exactement ce qui s'est passé en Argentine au cours des 90 dernières années environ, d'un gouvernement à l'autre. Et puis, Javier Milei est arrivé et a établi un contrepoint. Il parle du pouvoir des consommateurs plutôt que du pouvoir de l'économie contrôlée par l'État. Il postule les droits des citoyens individuels au lieu de droits des bureaucraties. Il supprime un certain nombre de ministres et peut être mesuré par le nombre de lois et de réglementations qu'il élimine. Il lutte avec succès contre l'inflation, qui rend les gens plus pauvres. L'espoir se répand en Argentine, notamment parmi les jeunes et les pauvres. Voici les cercles qui l'ont le plus soutenu dans le succès électoral. Javier Milei change le pays à grands pas, avec les recettes des grands économistes et philosophes libéraux. Dans presque tous ses discours et discussions, il fait référence à Mises, Hayek, Rothbard, Rand, Friedman ou d'autres penseurs libéraux, comme l'Institut libéral. Aucun autre homme politique connu n'a autant contribué à la diffusion des idées du libéralisme classique. Quiconque regarde ses interviews verra avec quelle compétence et cohérence il argumente. Il le fait avec une grande expertise, un langage vivant et une grande force de persuasion. Sans un grand parti et presque sans moyens financiers, il a réussi à conquérir une nette majorité de la population argentine. Avec le pouvoir des idées, avec le pouvoir des arguments, avec imagination, créativité,
courage et une foi inébranlable. Le libéralisme est vivant, pas seulement en Argentine, mais aussi ici. Les principes libéraux ne sont pas dépassés. Nous avons également besoin de déréglementation, de moins de lois et de réduction de la bureaucratie. L'État est devenu trop grand, trop puissant, trop omniprésent. Il y a de nombreux domaines dans lesquels il ne devrait pas intervenir. La liberté, la responsabilité, la solidarité volontaire devaient être les principes directeurs de nos vies, et non des mesures et des interdictions officielles. Nous devons également juger les politiciens en fonction du nombre de règles qu'ils éliminent. Nous, à l'Institut libéral, postulons depuis longtemps des penseurs libéraux, également dans le cadre de la Liberté Summer School, à laquelle participent chaque année de nombreux jeunes. De nombreux anciens élèves sont présents aujourd'hui. Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Wilhelm Röpke, Karl Popper. Ils sont et restent une source d'inspiration. Ces grandes œuvres ont été écrites à une époque de collectivisme galopant. Ils étaient des défenseurs intellectuels de la liberté et ils ne postulent pas l'égoïsme, mais une combinaison d'individualisme et d'altruisme. Le mouvement de liberté est toujours vivant en Argentine comme en Suisse et la liberté vaincra. Nous vaincrons. Viva la libertad, carajo! Oui, mesdames et messieurs, le temps de l'homme de l'heure est venu. Veuillez accueillir notre lauréat du prix Röpke 2025 avec de grands, forts et chaleureux applaudissements. Président Javier Milei. Merci beaucoup. Monsieur le Président, nous sommes très fiers et honorés de vous décerner le prix Röpke de l'Institut libéral. Pour votre courage en défendant les principes de la liberté et votre capacité de réduire le gouvernement, la taille du gouvernement et de communiquer des idées libérales en Argentine et mondialement. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous transmettre ce prix. Viva la libertad, carajo!
Bonjour à tous. J'ai l'impression que je suis à Buenos Aires. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité ici aujourd'hui par l'Institut libéral et tous les organisateurs et recevant le prix Wilhelm Röpke qui honore l'un des plus grands représentants du libéralisme de l'histoire récente. Tout le monde ici sait que le professeur Röpke, qui a grandi et étudié auprès d'un institut où il était affronté à une inflation destructive. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a connu de longues périodes d'inflation et en abandonnant le patrimoine basé sur l'or et s'est consacré à l'émission des papiers fiduciaires sans soutien au financement de la guerre. La guerre a imprimé des vignettes stupéfaites qui a augmenté le taux d'inflation tellement grand que le dollar, qui était 60 Deutschmark, a augmenté à 4,2 millions en espagnol, billion, en anglais, en espagnol, trillion, en anglais, billion, soit 4, un 4, un 2 et 11 zéros. Mises a déclaré que tant que les socialistes continueront à répéter leurs mensonges, nous devons continuer à répéter nos vérités, par exemple la nature monétaire de l'inflation. C'est pour ça que c'est dur pour moi. Simplement, le nombre, oui, c'est vraiment choquant qu'on doit encore discuter certaines choses, car tout cela a motivé Wilhelm a consacré sa vie à l'inflation, écorchant ce que leurs professeurs ont conseillé et lisant qui ont écrit leurs professeurs, condamnés et fini par servir et poser les bases théoriques de ce que fut le grand miracle économique allemand en tant que conseiller à Adenauer. Il a consacré les dernières années de sa vie durement à la politique monétaire des hommes politiques keynésiens. Ici, dans cette situation de génération intentionnelle d'inflation, malgré les efforts déployés, j'ai lu le phénomène chez moi sous le titre d'expansionnisme et d'invitation des guides. Pourquoi je raconte tout ça ? Pour deux raisons. D'abord parce que je trouve ça admirable, la conviction avec laquelle il a défendu la raison, l'honnêteté et le bon sens au milieu de la décadence morale et de la malhonnêteté intellectuelle qui régnait à l'époque. Il l'a même fait confronter à l'un des régimes les plus sanitaires de notre espèce qui jamais connu. Celui lui a coûté l'exil. J'aimerais qu'il y ait plus de Wilhelm Röpke qui, dans la vie, il se défende, car le correct reste correct sans crainte de représailles dans la majorité totalitarienne. Ce qui est mauvais reste mauvais, ce qui est vrai reste vrai, même si l'on fait le faux. Deuxièmement, car il y a certaines parallélismes qui retiennent mon attention sans vouloir me mettre à la hauteur d'un homme comme Röpke. Je trouve curieux que des dernières années, nous parlons d'un miracle économique argentin pour s'être révolté exactement aux mêmes bases, austérité budgétaire et rigueur monétaire. L'austérité fiscale comme forme de respect pour les citoyens qui payent leurs impôts par la force, étant donné qu'un dirigeant ne peut pas dilaper l'argent de citoyens comme s'il était infini, la fiabilité monétaire afin de ne pas escroquer la population avec des seigneuries monétaires en émettant factures comme si cela n'avait aucune conséquence ou même comme si cela était bénéfice comme certains dégénérés fiscaux tentent de nous le faire croire. Je trouve aussi curieux que le simple fait de bien faire les choses soit considéré comme un miracle parce que la nature doit se rendre compte qu'elle fait les choses mal et c'est tout simplement une tragédie. En fait,
Il y a une phrase intéressante de Thomas Joel qui dit que la première loi de l'économie est la rareté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde pour tout le monde et que la première loi de la politique est d'ignorer la loi de l'économie. Selon les mots de Ludwig Erhard, le chancelier qui a réalisé le miracle économique pour l'Allemagne, c'est le bien-être économique. Ce n'est pas un miracle, mais la conséquence de l'effort honnête de tout un peuple selon les principes de liberté. Quand on vous a donné la possibilité d'utiliser votre initiative humaine et votre énergie humaine, c'est pourquoi j'espère que ce que nous appelons aujourd'hui le miracle argentin se répandra dans le monde entier comme un germe qui multiplie la richesse. Et c'est pourquoi je veux vous parler brièvement de notre expérience au cours de la première année de notre présidence. Au début de notre administration, nous avions 15 points de déficit budgétaire consolidé, dont 5 au Trésor et 10 sous le tapis de la Banque centrale. Ce déficit fut l'origine de tous nos maux et en d'autres termes, sans déficit, il n'y a pas de dette, pas d'émissions ni d'inflation. Après avoir précédé au plus grand ajustement de l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, nous nous trouvons pas face à une suprématie durable et sans défaut pour la première fois au cours de 123 dernières années. Dans le même temps, au début de notre gestion, le taux d'inflation évoluait à un taux de 17 000% annuel. Et aujourd'hui, le même démarrage annualisé se déplace à 10% par an, c'est-à-dire que l'inflation a été réduite de 1700 fois et que nous nous rapprochons chaque jour davantage du fait qu'elle n'est plus qu'un mauvais souvenir. Conséquence directe de l'annihilation de l'inflation, nous avons réduit la pauvreté de 54% au premier trimestre 2024 et à 38% au troisième trimestre de 2024. Et nous sommes convaincus que cette voie se poursuivra. En fait, les données fréquences mensuelles sont déjà de 36... Autrement dit, nous avons réduit la pauvreté de plus de 21 000 personnes sur une base mensuelle, ce qui signifie que nous avons sorti plus de 10 millions d'Argentins de la pauvreté. Au début de notre administration, l'écart de change entre le dollar officiel et le dollar libre était de 180%. Aujourd'hui, l'écart de change est pratiquement mort et nous travaillons jour et nuit pour achever d'assainir le bilan de la Banque centrale, pouvoir relever le taux de change une fois pour toutes. En 2024, nous avons assisté à une forte appréciation de notre monnaie, quelque chose de presque sans précédent dans notre pays, qui a fait passer le salaire de base moyen de $300 à $1 1 100 au début de notre gestion. Nous avions un risque pays de 1900 points, ce qui était encore plus élevé puisqu'au moment où nous avions gagné les élections, il se situait entre 1000 et les obligations souveraines se négociaient entre 20 et $35. Aujourd'hui, le risque pays approche les 600 points de base et nos obligations avoisinent déjà $70. Réduire le risque pays à ce taux nous permet de baisser les taux d'intérêt de notre économie que nous avons déjà abaissé de 133% à 32%, améliorant ainsi la capacité des Argentins à accéder à un crédit bon marché, faciliter la version et la création d'emplois. C'est pourquoi en 2024, nous avons assisté à un boom du crédit et des hypothèques sans comparaison dans notre histoire. C'est-à-dire que nous sommes passés de la discussion sur l'hyperinflation à la discussion sur les prêts et les hypothèques à 30 ans. Au début de notre administration, notre économie reposait d'abord sur des réglementations qui compliquaient la vie de chacun et faisaient fuir tout investissement. À ce jour, nous avons déjà éliminé plus de 900 réglementations à un rythme de plus de 3 fois par jour. Et si l'on considère que le ministère de la Régulation a commencé à agir au milieu de l'année,
2024, cela signifie que nous produisons en gros environ 6 règlements par jour. En même temps, la loi fondamentale du paquet d'ENEMU 70 dans son ensemble ont réalisé la plus grande réforme structurelle de l'histoire de l'Argentine, 8 fois plus grande que celle du président Menem a fait au début des années 90. Et je dis quelque chose à ceux qui veulent 3200 réformes structurelles supplémentaires et nous allons faire de l'Argentine le pays le plus libre du monde. Au début de notre administration, l'Argentine était un exemple mondial de tout ce qui ne devait pas être fait ni dit. Aujourd'hui, nous sommes perçus favorablement par les investisseurs et les citoyens du monde entier, au point que nous sommes passés du statut d'un des pays ayant les pires résultats économiques des 40 dernières années, être l'un des meilleurs projetés pour les 40 prochaines années. Et cette projection de croissance est soutenue pour diverses raisons. Premièrement, l'économie est entrée dans une reprise cyclique basée sur 2 facteurs. D'une part, nous assistons à un rebond durable des salaires réels et des retraites en raison de l'effondrement de l'inflation. D'un autre côté, les entreprises ont normalisé leur fondation après avoir été surstockées tout au long de 2023 en raison de la spirale de l'inflation. Ces 2 phénomènes cycliques ont dynamisé notre économie et expliquent le phénomène de croissance du dernier trimestre de l'année dernière. Pour avoir une idée, les dernières données trimestrielles sont de 3,9% alors qu'elles ont fait 17%. L'économie argentine évolue à ce rythme. De plus, nous avons les 15 points du PIB que nous ajustons et par définition, nous retournons au secteur privé sous forme d'épargne, ce qui génère une augmentation à la fois de l'investissement comme pour la consommation. À cela s'ajoute un autre facteur, à savoir la réduction de la pression fiscale. C'est-à-dire grâce à l'élimination de la taxe d'inflation ou à la réduction des impôts que nous avons déjà commencé et que nous allons approfondir au cours de cette année. En effet, nous avons annoncé hier la suppression des retenues pour les économies régionales et nous avons initié une réduction des retenues pour les principaux produits agricoles. C'est pourquoi nous travaillons sur une réforme fiscale structurelle pour réduire le montant des impôts nationaux de 90% et de redonner aux provinces l'autonomie fiscale qu'elles n'auraient jamais dû perdre. Nous visons ainsi un fédéralisme marqué par une concurrence fiscale entre nos provinces pour voir qui attire le plus d'investissements en la matière. Ici en Suisse, elles ont plusieurs siècles d'avance à nous. La 4e base sur laquelle repose la procédure que nous verrons cette année concerne la question monétaire, la convergence du taux de change parallèle. Le taux de change officiel que nous observons depuis des mois nous rapproche chaque jour un peu plus à la sortie définitive des taux de change. Un gâchis qui n'aurait jamais dû exister et qui termine une fois pour toutes cette année. Je le répète, un gâchis qui n'aurait jamais dû exister et qui se termine une fois pour toutes cette année. À cette fin, nous travaillons sur différentes alternatives pour apporter une solution définitive au problème des actions de la Banque centrale. Et en ce sens, les réunions avec le FMI que nous avons eues à Washington ont été très positives en parallèle afin de fermer la Banque centrale, comme nous l'avons promis, et ainsi mettre fin définitivement à l'inflation de notre pays. Nous allons à l'avant.
Franchement, si j'étais populiste ou si j'avais insisté pour que cela se produise, je ne l'ai pas fait, hein, mais c'est quand même arrivé. L'ordre spontané est merveilleux. Et évidemment, la volonté de l'individu d'être libre et bien plus encore. En ce sens, nous nous dirigeons vers un système de concurrence monétaire afin que tous les Argentins puissent utiliser la monnaie de leur choix dans leurs transactions quotidiennes, à l'exception du paiement des impôts pour l'instant. Je mentionne tout cela pour montrer clairement que la croissance est là pour aller de pair avec l'excédent budgétaire. En fait, des études récentes montrent qu'un excédent des caractéristiques que nous avons obtenues grâce à l'équilibre financier nous donne une base pour une croissance soutenue de 4,5% par habitant par année et habitant. Cela impliquerait que dans 50 ans, l'Argentine pourrait rattraper les États-Unis. Et oui, disons que c'est dynamique. Et si l'on ajoute à cela que justice a été rendue en réduisant les dépenses et non en augmentant les impôts, si l'on y ajoute les 800 réformes structurelles et les 900 réglementations, l'Argentine pourrait sans aucun doute croître beaucoup plus rapidement. Et sans aucun doute, grâce aux contributions qu'apporte le brillant chef du président du Conseil des conseillers, le docteur Damien Ryder, pour faire avancer la mise en œuvre de l'intelligence artificielle en Argentine, nous y parviendrons sans aucun doute beaucoup plus tôt. Et pour approfondir la croissance, il est également essentiel de s'affranchir des restrictions de commerce extérieur qui n'est pas comprimé aujourd'hui pour pouvoir importer, exporter davantage de biens et de services en passant d'une poignée de clients régionaux à près de 200 clients mondiaux. Cela entamera un processus de croissance qui nous fera converger vers les niveaux de prospérité des grandes puissances, tout comme nous avons su le faire il y a plus de 100 ans. Pour cette raison, nous envisageons que notre première étape dans ce scénario soit de conclure un accord avec libre-échange avec les États-Unis, de commencer à tirer parti de toutes nos capacités qui sont aujourd'hui gaspillées. Vous pouvez profiter de notre diversité unique d'écosystèmes dont seuls 2 ou 3 pays au monde peuvent se vanter, étant donné que nous avons des montagnes, des forêts, des glaciers, des déserts, des jungles, des plaines, des antiplans, des lacs, des estuaires, des steppes et des étendues. Chacun de ces biomes représente différentes opportunités potentielles. Sans aller plus loin, notre chaîne de montagnes regorge de lithium, d'argent, d'or, de cuivre et d'uranium, des minéraux dont l'économie mondiale a besoin, et qu'en raison de la décision d'expulser les investissements et du manque de vision à long terme, nous exporterons aujourd'hui les 24 aujourd'hui. Les premiers pas ont été faits avec un régime d'incitation pour les grands investissements qui a donné un cadre fiscal et juridique logique aux investissements de plus de 200 millions de dollars. Cela a abouti à des demandes d'approbation pour plus de 12 milliards de dollars et annoncé pour autant de milliards dans des secteurs tels que les infrastructures, les mines de l'industrie chimique, les énergies, l'automobile, la technologie, le pétrole et le gaz. Dans un certain sens, ce régime est un atout de l'Asie, qui est un système fiscal que l'Argentine devrait abandonner en réduisant les impôts et les simplifiant, en favorisant l'innovation, la génération de richesses et surtout l'accumulation de capital. Et si nous étions capables de réaliser tout cela en un peu plus de 12 mois, avec tout l'appareil politique et une propagande organiste contre cela est marqué
le fait de n'avoir que 15% de députés, 10% de sénateurs. Imaginez ce que nous sommes capables de faire dans les prochains 3 ans si nous sommes favorables. L'Argentine a tout le potentiel pour devenir la Mecque occidentale en termes d'opportunités commerciales et de croissance pour ses habitants avec la liberté au cœur de l'entreprise. La vérité est que vous ne pouvez pas donner un grand amour à la liberté parce que vous ne pouvez pas donner un grand amour à la liberté. Parce que vous ne pouvez pas donner un grand amour à la liberté. C'est précisément ce que cette raison est en guise de conclusion et que je voudrais vous consacrer quelques mots défenseurs de la liberté qui ne cessent de vous laisser forcer par la diatribe du collectivisme qui cherche à détruire toute dissidence. Le jugement, notre capacité à dire la vérité, c'est pourquoi ils ne nous haïssent pas. Ils inventent des lois pour nous censurer. Ils cherchent à nous empoisonner ou à nous exiler parce qu'ils essayent de nier la réalité pour étayer leurs mensonges. Mais ce que je ne pourrais jamais faire, c'est leur nier les résultats écrasants de la réalité. Et une phrase utilisée par Mise qui venait de Virgilio, selon laquelle il n'est pas nécessaire d'être face au mal, il faut le transformer en force. Et vous le savez parce que hier j'ai résisté au mal dans la propre maison du dragon. Parce que, comme cela a été démontré en Allemagne, grâce aux idées de William Röpke, les miracles existent. Il suffit pour appliquer un modèle de base sur quelques vérités élémentaires que l'État a la taille qu'il est et c'est ce qui est collecté grâce aux impôts. L'inflation est destructive pour une économie et produite de l'émission monétaire en tant que telle pour y mettre un terme. Nous n'avons pas besoin d'émettre davantage d'argent. En fait, l'argent devrait à nouveau être privé, tout comme le prêchait Hayek, comme nous devons promouvoir un État aussi petit que possible pour que la société soit la plus libre possible. Et nous devons défendre la vie, la liberté et la propriété privée. Si les pays occidentaux s'en tiennent à ce petit ensemble d'idées fondamentales, je suis sûre que notre avenir sera plus prospère que notre présent. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. C'est une véritable fierté pour moi. Merci. Je sors du protocole. Désolé, Walter. Walter, c'est mon interprète. C'est mon interprète, désolé. Donc, le cas Röpke est très motivant pour moi. Car, disons que ce qu'il a amené à étudier si profondément l'économie, c'est précisément l'inflation. Et Röpke a dû rejeter les choses qui l'obligeaient à étudier et adopter d'autres stratégies, d'autres idées. Quand l'Argentine est tombée dans l'hyperinflation en 1989, moi j'étais footballeur. En fait, j'étais gardien de but. Et un jour, j'accompagnais ma mère au supermarché. J'étais en première année d'économie. Et j'ai vu que les prix montaient et que les gens sautaient sur les produits. Et dans cette situation, j'ai dit, soit ce que j'étudie est faux, soit je suis stupide. La solution décente était donc d'arrêter de jouer au football et de commencer à étudier l'économie, mais sérieusement, sérieusement. Cette obsession pour l'économie m'a amené à écrire mon premier article universitaire à l'âge de 20 ans.
intitulé Hyperinflation et distorsion du marché. Et après cela, l'obsession ne s'est plus arrêtée et le grand combat était de remettre en question toutes ces théories stupides qui sont défendues dans mon pays depuis près de 90 ans. Et cette fois, nous nous tenons debout en disant que l'inflation est toujours un phénomène monétaire partout et que nous sommes en train de vaincre l'inflation. Beaucoup ne le croient pas. C'est pour ça qu'ils veulent se suicider. Et si la caste a peur, pourquoi va-t-elle rester au travail? Et nous avons besoin de plus de politiciens au chômage. Et je trouve aussi que c'est vraiment très attrayant le rôle de Röpke qui essaye d'avoir cet équilibre entre la théorie et la politique et tout ce qui implique le tissu social. Quelque chose que j'essaye de résoudre le plus efficacement possible. Et si cela ne fonctionne pas, je serai évidemment expulsée. Alors avant tout, je tiens à vous remercier. Non seulement pour le prix, mais aussi pour cet accueil tellement chaleureux. La véritable est que vous m'avez surpris. Je dois avouer que vous m'avez ému. Je n'ai pas de mots de gratitude. J'ai plus de mots de gratitude parce que je vous remercie tellement pour votre générosité. Et alors, passez une très belle après-midi, belle soirée et que la force du ciel nous guide et vive la foutue liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup.